top, et puis on coupe au montage, d'accord? OK. Nous allons parler d'une alternative au viager qui est moins risquée et plus sécurisée avec Thomas Abinal, qui est cofondateur de Monetivia. Bonjour Thomas. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter votre parcours et puis présenter Monetivia? Oui, alors moi j'ai un parcours en deux temps, c'est-à-dire que j'ai été salarié pendant la première période de ma vie professionnelle, et puis un jour je me suis dit que j'avais envie de voler mes propres ailes. Donc j'ai fait un MBA il y a quelques années avec l'idée de me muscler sur le sujet un peu entrepreneurial, et ça m'a donné envie en sortant de monter des projets dans l'immobilier. D'accord. Et c'est comme ça notamment que je suis arrivé sur le projet Monetivia que j'ai cofondé en fait avec Amaury Calonne. Et on est chacun arrivé un peu de deux côtés. Il y en a un qui est arrivé plutôt côté investisseur et l'autre plutôt côté vendeur. Et c'est comme ça qu'on a monté cette solution de monétisation de l'immobilier des seniors, en combinant un peu nos réflexions sur ce que pouvaient avoir intérêt à faire des seniors cherchant à monétiser un bien, et de l'autre côté, ce que pouvait avoir intérêt à rechercher comme investissement immobilier des Français qui, en règle générale, aiment bien investir dans l'immobilier. Si je vous dis que c'est un viager, vous me dites quoi? Alors, je vous dis non, parce que le viager, c'est par définition aléatoire, c'est-à-dire que c'est par construction même juridique aléatoire. C'est-à-dire qu'au centre de la transaction viagère, il y a l'aléa de la durée de vie. Et l'aléa de la durée de vie, il entraîne un risque pour les parties qui sont engagées dans une transaction viagère, à la fois pour le vendeur et l'acheteur. Parce qu'on va fixer un prix et des conditions de paiement aussi parfois, qui sont liées à la durée dans laquelle le vendeur va rester chez lui. Et donc, concrètement, en viager, si vous mourrez trop tôt, il ne fallait pas mourir, tant pis pour vous, vous avez mal vendu votre bien. Et si vous vivez très longtemps, j'ai envie de dire, dommage pour l'investisseur, sa rentabilité chute drastiquement. Voilà. Et donc, le contrat Monetivia, la solution qu'on a développée avec Notaire et avec Allianz, elle vise justement à supprimer ce risque des deux côtés. Donc, en ce sens, ça ressemble beaucoup à du viager, parce qu'on a un vendeur qui vend son bien et qui reste chez lui autant qu'il veut. Mais ce n'est pas du viager, puisqu'on va supprimer les risques traditionnels. D'accord. Alors, côté vendeur, comment est-ce que vous le protégez? Alors, expliquez, en fait, effectivement, si la personne âgée a une espérance de vie très, très longue, enfin, vit plus longtemps que soit la de mortalité, ce qui est prévu, effectivement, là, le vendeur, il se dit, il se pose question. Et inversement, effectivement, si la personne âgée décède tout de suite, le bien aura été vendu, enfin, il y aura une perte, mais bon, ceci dit, en ce cas-là, on ne s'en souvient pas forcément, hein. Il faut qu'on ait décédé. Mais alors, comment est-ce que vous protégez le vendeur et l'acheteur? On va commencer par le vendeur. Alors, comment on protège le vendeur? D'abord, je fais juste un petit complément par rapport à ce que vous avez dit à l'instant, Frédéric. Quand le vendeur sera décédé, il s'en fiche un peu de ce qui s'est passé. Oui, ça, c'est le cas pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils raisonnent comme ça. C'est logique. Ils n'ont pas d'enfants. Donc après eux, j'ai envie de dire, le déluge, c'est normal. Et c'est bien naturel. Par contre, vous avez 90% des Français qui ont des enfants. Et ceux-là, ils ne peuvent pas raisonner comme ça. Ou alors à la marge. Mais la grande majorité ne raisonne pas comme ça. La grande majorité se dit, j'ai eu la chance de constituer un patrimoine. Peut-être parce que j'ai pu acheter, moi, à une époque, à 35 ans, un bien immobilier, ce que ne peuvent pas faire mes enfants. Et donc, il se dit plutôt, moi, je vis dans un bien qui vaut 300, 500, 800 000 euros. J'ai envie de le monétiser, c'est-à-dire de le vendre en restant dedans, mais je n'ai pas envie de le faire n'importe comment, parce que fondamentalement, ce que je vais dégager comme utilité de l'opération, je veux que ça soit pour mes enfants potentiellement dans le futur. Enfin, je veux que cet arbitrage il soit économiquement sain, parce que tout ce qui restera ira à mes enfants. Voilà. Bien sûr. Comment on fait pour sécuriser ce type de transaction? C'est tout simple, en fait. En réalité, c'est tout simple. L'idée, c'est d'avoir un prix de vente du bien qui, en définitive, va vraiment dépendre directement de la durée pendant laquelle le vendeur va rester chez lui. Et c'est une information qu'on n'a pas au départ, évidemment. Mais la logique, c'est de se dire que le prix de vente doit être supérieur si la personne reste 5 ans à la même transaction où la personne resterait 20 ans. C'est normal que si je vends mon bien, je touche plus si je reste simplement 50 plus dedans que si je reste 20 ans plus. D'accord? Et donc, comment on arrive à faire ça? C'est tout simple. On va au départ, comme dans le viager, partir d'une hypothèse, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un prix
en partant de l'idée que le vendeur qui a tel âge va rester tant d'années dans son bien. Hein. Mais à la grande différence du viager, on ne va pas s'arrêter là. On va introduire des mécanismes d'ajustement du prix dans le futur pour réajuster le prix une fois qu'on aura cette donnée de quand est-ce que je récupère le bien, moi investisseur, ou quand est-ce que je le libère, moi vendeur. Et donc, on a un capital qui est fixé au départ, qui est échangé entre l'acheteur qui va le payer et le vendeur qui va le percevoir. Mais on prévoit ensuite de réajuster le prix selon les deux scénarios qui peuvent se produire. Est-ce que le vendeur va vivre moins longtemps que les hypothèses qu'on a prises? Dans ce cas-là, on va demander à l'acheteur qui récupère le bien plus vite que prévu, entre guillemets, de remettre au pot. Hein, et cette fois, il va remettre au pot en versant un complément de prix à la succession. Hein. Donc, moi, je suis investisseur. On m'a présenté une opération sur laquelle, logiquement, le vendeur doit rester 20 ans chez lui. J'ai payé un premier prix au départ. Eh bien, si je le récupère au bout de 5 ans, parce que malheureusement pour eux, les vendeurs sont décédés, c'est normal. Vu que je récupère le bien 15 ans plus tôt que prévu, c'est normal que j'indemnise la succession et que je m'engage à verser un complément de prix. Donc ça, c'est comme ça qu'on protège le patrimoine du vendeur. Et inversement, moi, je suis acheteur. On est parti sur 20 ans, mais ça dure 30 ans. C'est normal que ma rentabilité aussi soit protégée entre la 20e et la 30e année. Et ça, on le fait grâce à une assurance. On a eu la chance d'embarquer Allianz dans notre aventure et de leur faire fabriquer une assurance, qui est une assurance de type rente différée, qui va justement déclencher un flux financier au-delà d'un certain temps. Et donc, voilà, on arrive à un prix juste parce qu'on va en réalité équilibrer la transaction a posteriori, une fois connue la date du décès, puisque évidemment, le décès interviendra un jour, hein, on est tous mortels, et on est plus à 75 ans qu'à 55 ans, forcément. Et donc, on ajuste le prix une fois cette information connue. D'accord. Si moi je suis acheteur, Oui. j'aurais l'impression d'être moins serein parce que si le vendeur décède avant, en fait, je vais devoir rajouter. Ça, c'est pas un frein pour l'acheteur? Alors, ce n'est pas un frein au sens où c'est une logique d'épargne et de placement financier, avant tout, pour un acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur qui achète la propriété d'un bien, comme on vient un peu de le présenter, il ne fait pas ça pour récupérer le bien lui-même, pour l'utiliser lui-même. Il le fait pour placer de l'argent. Et donc, la question que vous posez en réalité, c'est comment il va pouvoir payer ce complément de prix si jamais il se présentait. Et on a organisé les choses pour qu'il puisse le payer en revendant le bien, avec le temps, avec un minimum de temps qu'on lui offre pour revendre le bien. Et c'est logiquement ce qu'il va faire d'ailleurs. Donc, quand il va devoir payer ce complément de prix, il a trois possibilités. Soit il a le cash, bon, il n'y a pas de problème, ça ne répond pas à votre question qui est justement qu'est-ce qu'il fait s'il n'a pas le cash. Mais deuxièmement, il a deux possibilités en plus s'il n'a pas le cash. C'est un, d'aller voir sa banque, parce qu'il vient de récupérer un bien en pleine propriété. Donc, il vient de dégager instantanément un potentiel de revenu locatif qu'il n'avait pas juste avant. Donc, soit il va financer ce complément de prix avec de la dette, soit il va revendre le bien et on lui donne le temps de le faire pour payer le complément de prix. Donc, il n'est pas stressé une fois qu'il a compris ça. Évidemment, il faut l'expliquer. Sachant que, encore une fois, voilà, la promesse qu'on fait au vendeur, ce n'est pas de toucher, ou à la succession du vendeur, pour être plus précis, dans l'acte notarié, ce n'est pas de toucher ce complément de prix le jour du décès. Non, il y a une période donnée à l'acheteur pour verser ce complément de prix. Alors, il faut préciser que l'acheteur, en fait, c'est moins des personnes physiques, c'est plus des institutions. En fait, c'est les deux. C'est les deux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive tout à fait à convaincre des personnes physiques de s'engager sur ce type d'investissement. Précisément, tous ces investisseurs qui ne se reconnaissent pas non plus dans le viager côté acheteur et qui n'ont pas envie de spéculer sur le décès de quelqu'un et qui sont purement dans une démarche locative classique. Hein. Donc, on arrive tout à fait à trouver des investisseurs personnes physiques. Et puis, effectivement, on a de plus en plus d'institutionnels parce que la nue propriété, aujourd'hui, notamment, est vue comme un bon couple rendement risque dans le paysage économique où le fonds en euros, notamment, génère plus rien, quoi. Donc, on a un certain nombre d'institutionnels qui commencent à développer l'investissement en propriété sous forme notamment de véhicules référenciés en assurance vie. Alors, ceux-là, il faut les convertir un peu à verser un complément de prix en cas de décès, ce n'est pas forcément toujours leur modèle.
mais on commence à avoir quelques institutionnels qui sont capables de rentrer dans ce chemin. Ouais. D'accord. J'imagine les acheteurs recherchent quel type de bien via votre système? Alors, on peut trouver un acheteur sur une proposition comme celle-là uniquement si on arrive à le faire se projeter sur un bien dans 10, 15, 20 ans. Donc, ça a deux conséquences. Il faut qu'on soit sur des marchés qui sont quand même des marchés un peu sous tension aujourd'hui, ou en tout cas sur lesquels l'acheteur se dit bah, ça a monté depuis 10 ans, donc ça va continuer. Hein. Si inversement, on est sur un marché baissier depuis 15 ans, c'est plus compliqué. Ou alors, il faut qu'on soit sur des localisations un peu patrimoniales, bord de mer, etc., ou qui constituent par la construction une réserve de valeur dans le futur, quoi. Ça, c'est le premier critère un peu. Et le deuxième critère, qui est souvent le prisme par lequel passent les investisseurs, c'est finalement, est-ce que c'est un bien qui se loue bien déjà aujourd'hui? S'il se loue bien aujourd'hui, parce qu'il est en centre-ville, parce que voilà, il est sur un marché en tension foncière où il n'y a pas assez d'offres, bon, c'est un bon début. Et ensuite, je construis la suite de l'histoire. Est-ce que ça sera toujours le cas demain, quoi? Donc, Plus... là où vous avez raison, Frédéric, c'est qu'on ne peut pas faire ça sur tous les biens. On ne peut pas faire ça sur tous les biens parce que, fondamentalement, il faut trouver un investisseur qui se projette à long terme. Et donc, il faut qu'il soit confortable avec une histoire de valorisation aussi de l'immobilier à long terme. Parce que lui, il va rentrer dedans, dans ce schéma, pour, vous l'avez compris, je pense, finalement capter des loyers sous forme de réduction de prix. Il n'a pas le bien, il ne peut pas le louer, et il échange ça contre une réduction de prix à l'entrée. Mais il vise aussi la revalorisation du marché. Sinon, il n'investirait pas en immobilier. Et donc, voilà, il faut aussi qu'il soit confortable sur le fait que ce bien-là, cet emplacement-là, grosso modo, dans 10 ans ou dans 20 ans, ça vaudra plus cher. Donc, on peut difficilement offrir cette solution sur des territoires avec, avec des marchés, avec des territoires qui sont en décroissance ou qui sur le plan immobilier, ne fonctionnent pas. D'accord. C'est plutôt des appartements ou des maisons? Alors, c'est plus facile, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire sur des appartements, probablement. Ouais. C'est en tout cas notre retour d'expérience après 4-5 ans. C'est plus facile. Ce n'est pas impossible sur des maisons, mais probablement que sur des maisons, on est plus sur le deuxième critère un peu d'analyse que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire des sites, des emplacements patrimoniaux. Voilà. On arrive facilement à vendre comme ça des maisons qui ont des caractéristiques patrimoniales attrayantes, bord de mer, je ne sais pas moi, localisation très touristique. Vous voyez, juste avant qu'on se parle, quelqu'un m'a appelé de Giverny en parlant de non, pardon, de Barbizon, avec un autre client, de Barbizon. Bon, c'est la campagne, Barbizon, mais en même temps, c'est un site très touristique. Et il me disait qu'il arrivait bien à louer sa maison en Airbnb. Bon, bah, c'est pour ça que je pense que ça peut fonctionner. Si, à l'inverse, on est sur une petite maison à 80 km de Paris, dans un petit village, ça ne peut pas fonctionner. Au niveau offre-demande, pas même du viager en général, offre-demande, il y a plus d'offres ou plus de demandes? Alors, sur le viager classique, on a des chiffres, puisque c'est une catégorie qui est suivie, je dirais, dans les enquêtes, enfin, et par les notaires, etc. Les chiffres qui circulent, c'est entre 5 et 10 000 ventes par an, en hausse. Alors, en hausse pour deux raisons, parce que la population des seniors de cet âge-là, donc de plus de 70 ans, elle augmente mécaniquement. C'est le fameux effet baby-boom et la grosse marche dans la pyramide des âges qui est en train de rentrer dans cette tranche des plus de 70 ans. Hein. Et puis, elle progresse aussi probablement parce que cette population, en termes de mentalité, enfin, cette classe d'âge en termes de mentalité, a probablement plus de propension à réfléchir à la monétisation d'un bien. Parce que c'est une tranche d'âge qui est probablement plus mobile dans son esprit sur la dissociation de la propriété et de l'usage, sur le fait que finalement, l'important, c'est de profiter du bien, mais que si on peut avoir du capital à côté, c'est bien aussi. Enfin, voilà. Et donc, je pense qu'il y a à la fois un changement de mentalité, une croissance de la population, et puis également, on a aussi peut-être probablement en ce moment des besoins croissants de trouver des liquidités, parce qu'on commence à être depuis un an ou deux dans une crise économique larvée. Alors, elle n'est pas trop forte encore, mais vous avez quand même des pans entiers de professions qui souffrent. Et donc, des pans entiers de professions qui souffrent, ce sont des enfants de seniors qui souffrent. Et du coup, ça peut être la monétisation. C'est aussi clairement ce qui est ressorti de notre expérience des 5 dernières années. C'est clairement vu aussi comme un moyen de donner un coup de pouce aux enfants, en faisant circuler le capital vers les enfants.
Dans le schéma, en fait, toute proportion gardée, les seniors qui n'ont pas d'enfants sont plus adeptes de ce type de schéma, toute proportion gardée? Alors nous, sur le contrat monétivien qui a vraiment été construit par les familles, le pari, c'est d'aller capter les familles. Donc, on arrive à capter des gens qui n'auraient pas fait de viager. Maintenant, on a quand même effectivement dans nos clients des gens qui n'ont pas d'enfants parce que d'abord, ils se renseignent spontanément beaucoup plus sur ces sujets-là. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a des gens qui ne nous connaissent pas sur ceux qui ont des enfants, donc ils ne vont pas réfléchir. Ils ne vont pas ouvrir la porte de réflexion parce qu'on est une solution assez jeune. Donc, à l'inverse, ceux qui n'ont pas d'enfants, j'ai presque envie de dire que 100% à un moment donné de leur vie vont réfléchir avant d'engager. Et donc, voilà. Donc, on a à peu près, nous, aujourd'hui, on est à peu près, de mémoire, on a fait un pointage, on est à peu près 2 tiers, 1 tiers. On a un tiers vous voyez, on a un tiers de clients qui n'ont pas d'enfants et 2 tiers qui ont des enfants. Là où la population, c'est plutôt 10% pas d'enfants, 90%. Donc, on a quand même une petite déformation. Hein. Mais ce qui nous rend optimistes et confiants pour le devenir de cette solution, c'est qu'effectivement, on a pleinement validé qu'elle convient, en tout cas en partie, à des familles qui nous disent on n'aurait jamais vendu en direct. Et là, nous, on a un beau marché à défricher et à travailler parce qu'il est immense. Encore une fois, il y a 90% des gens qui ont des enfants. Et s'ils n'ont pas réfléchi à ce sujet-là ou s'ils ne connaissent pas, ils ne vont jamais l'ouvrir parce que voilà, ils connaissent que le viager, ils n'iront pas. De toute façon. D'accord. Peut-être qu'on est passé un peu vite, en tout cas, il me semble, sur le fait que si enfin, que l'acheteur est protégé par une assurance. Oui, bah alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur une transaction viagère. Donc, on ne sait pas quand est-ce que le vendeur va décéder, puisqu'on est sur une personne âgée qui va décéder un jour et on lui laisse l'usage à vie du bien. Donc, la question de son décès se pose forcément. Donc, moi, je suis investisseur, j'achète un bien, on me vend un bien, Monetivia me vend un bien avec un prix défini sur l'idée que le senior, par exemple, reste 20 ans. Bah, ce qui m'intéresse tout de suite, c'est qu'est-ce qui se passe s'il reste 25 ans. Et si le prix a été fabriqué sur l'idée que le senior reste 20 ans, je veux naturellement, toute logique économique, être protégé si ça dure plus longtemps. C'est le rôle de cette assurance Allianz qui, si je me retrouve dans ce cas-là, moi, investisseur, va m'indemniser. Donc, à partir du moment où ça dépasse du trait, moi, investisseur, je suis indemnisé par Allianz. C'est ça la fonction de cette assurance. Alors, techniquement, je ne sais pas si vous voulez comprendre la technique, mais c'est une assurance du coup de type rente différée. Hein. Donc, cette assurance, sa fonction pour le souscripteur, c'est de dire à Allianz, Monsieur Allianz, versez-moi un flux financier après X années si je suis encore en vie. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est l'inverse, si vous voulez, pour un assureur. On est vraiment sur de la surlongévité. Et donc, c'est un risque très spécifique que Allianz a accepté de souscrire, mais que beaucoup n'aiment pas trop, en fait. Beaucoup d'assureurs n'aiment pas trop, parce qu'on est sur de la surlongévité. C'est assez particulier pour un assureur. D'accord. Justement, c'était ma question. Je suis un assureur. Qu'est-ce que vous me dites pour m'attirer dans votre système? Si on voulait si on cherchait un alliance aujourd'hui, oui. Comment on le convainc de venir sur ce sujet-là? Ouais. Bah, alors après, un assureur, on pourrait lui dire que c'est un marché en pleine expansion, que les seniors, voilà, que c'est une possibilité de vendre de l'assurance à des seniors qui sinon n'en profiteraient pas. Donc, c'est un marché additionnel, évidemment, pour eux. Après, c'est un assureur, son business model, c'est de pricer un risque et de le marger. Hein. Donc, si vous voulez, la rentabilité, probablement pour un assureur, est plus forte que sur un produit basique, comme une assurance multirisque ou une assurance auto où tout le monde se bat pour la faire. Donc, on dirait aussi que probablement, s'il se débrouille bien, c'est une assurance qui est assez rentable pour lui. Et c'est comme ça qu'on arrive à attirer un assureur comme ça sur ce sujet-là, forcément. D'accord. Une question qui me paraît évidente, mais je vais quand même la poser. Mes parents, par exemple, font un système de viager, et moi, et la famille, en fait, veut récupérer le bien. En fait, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que c'est prévu de pouvoir racheter le bien à l'acheteur? Alors, la solution que nous, on offre de vente en propriété, par construction, elle ne permet pas de redonner la main à une des parties prenantes ou à des héritiers après la vente, puisque c'est vraiment une vente immobilière. Donc, le jour J, le bien est vendu, et c'est juste que l'acheteur, on lui dit « Ah, attendez, vous n'allez pas le prendre maintenant, vous allez attendre que la personne qui est dedans ne soit plus dedans. » Mais c'est bien une vente, donc il n'y a pas le nouveau propriétaire, c'est celui qui achète.
les enfants du vendeur, par définition, n'ont plus de droit pour récupérer le bien. Donc, c'est vrai que c'est une solution qui convient sur des biens pour lesquels la famille est d'accord pour dire qu'ils n'ont pas vocation à être utilisés par les enfants. Et c'est évidemment une question qui se pose par définition sur ce type de sujet en amont. C'est-à-dire que les vendeurs ne vont pas considérer, ou en tout cas, ce n'est pas une solution qui fait l'affaire pour un vendeur qui a vocation à transmettre le bien en question à ses enfants. Et c'est vrai que c'est une grande différence, par exemple, avec un produit qui parfois a été vu comme une alternative, ou l'est encore d'ailleurs de temps en temps par certains de nos clients, qui est le prêt viager hypothécaire. Le prêt viager hypothécaire qui était vendu par le Crédit Foncier il y a encore quelques temps, sa grande force, si vous voulez, enfin un de ses grands atouts, c'était d'autoriser en pratique le rachat, enfin en tout cas le fait que le bien soit repris par les héritiers, à charge pour eux de solder la dette consentie par le prêteur. Et donc, c'était leur grand argument commercial de dire, mais vous prêtez de l'argent, mais ça quitte pas forcément le bien qui est pris en garantie ne quitte pas forcément le patrimoine du vendeur. Même si en théorie, bon, dans beaucoup de cas, les enfants ne récupéraient pas le bien, parce qu'à un moment donné, quand il faut solder la dette, voilà, à un moment donné, ils n'ont pas forcément l'argent pour solder la dette, à part le bien. Donc, mais intellectuellement, je pense que c'était une force de ce produit d'autoriser le rachat par les héritiers. D'accord. Une autre question, un autre sujet qui m'intéresserait de discuter avec vous, d'échanger avec vous, parce que vous avez pas mal réfléchi sur ce sujet, enfin, sur cette analyse. Les baby boomers, en fait, qui sont âgés entre, on va dire, 60 cette année, un peu moins, et 76 ans pour les plus âgés, donc où la grande masse est quand même, on va dire, 65, 70 ans, 75 ans, 76 ans, je veux dire. Cette génération-là va commencer à décéder. En fait, c'est la génération la plus nombreuse, et c'est la génération qui est la plus propriétaire. Dans 10 ans, enfin même avant d'ailleurs, mais dans 10 ans, on va dire, cette génération commence à décéder. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir beaucoup de biens en fait, qui vont être vendus. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans votre système? C'est-à-dire, nous, on l'a pris en compte au sens, vous voulez dire en termes de risque sur le marché immobilier? Non, c'est-à-dire qu'en fait, il peut se passer comme au Japon, en fait, que la génération la plus nombreuse décède, et donc il y a beaucoup de biens qui sont à vendre. Et donc, le prix de l'immobilier baisse. Oui, c'est une bonne question. Je ne crois pas. Alors, je sais, je n'ai pas vu d'analyse récente sur ce sujet-là, sur le potentiel de. Ça c'est un sujet qui est totalement occulté. C'est en fait, on a la génération la plus nombreuse et la plus nombreuse et la plus aisée qui va commencer à décéder dans 5-6 ans. Et donc, non, j'ai pas d'analyse. J'ai pas d'analyse sur ce sujet-là précise, parce que j'ai pas de chiffres en tête. Ce qui est vrai, c'est que de l'autre côté, on est quand même dans beaucoup d'endroits sur un marché de pénurie, côté logement. Bien sûr, pour l'instant, bien sûr. Donc voilà, après, c'est la question du rythme un peu auquel ça se produit, mais non, et puis vous, j'ai bien compris, les biens qui sont recherchés, c'est des biens un peu spécifiques. Enfin, c'est des biens spécifiques, soit par l'attrait du lieu, soit par l'attrait patrimonial. pour les investisseurs, vous voulez dire, Oui. auxquels nous on s'adresse? Oui. Oui, il faut que ce soit des biens effectivement, sur lesquels l'investisseur peut se projeter. Donc, c'est, on va dire, les 50% du marché les plus chers ou les plus quali ou qui ont le plus de perspectives de valorisation. Oui. Un mot de conclusion pour l'émission? Un mot de conclusion, écoutez, nous, on est convaincus qu'en fait, c'est une solution d'avenir parce que les besoins sont immenses. Les besoins sont immenses au sens où tout simplement l'épargne stockée par les seniors dans cet immobilier et qui ne produit rien aujourd'hui, qui est un peu dormante, et voire même qui est coûteuse, parce qu'un bien immobilier, ça coûte plus cher aujourd'hui qu'hier, font que cette solution a de l'avenir, parce que le besoin de modifier un bien va croissant. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, on a la chance d'avoir des Français qui aiment l'immobilier et qui ont envie d'investir dans l'immobilier. Donc, si on se débrouille bien, on va pouvoir créer une dynamique très positive à l'échelle de la société française ou du pays, où les seniors monétisent leurs biens dans des conditions plus vertueuses qu'auparavant, ce qui permet de l'autre côté à des gens qui ont envie d'épargner pour leur retraite et qui ont besoin d'épargner pour leur retraite, parce que là encore, le système des retraites ne leur garantit pas forcément une bonne couverture,
on va faire se rencontrer une demande des deux côtés qui est vertueuse pour les deux générations. Et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, nous, on a entrepris chez Monetivia un travail de longue haleine et de long terme pour faire connaître cette solution, notamment à tous les professionnels de la gestion du patrimoine, nos notaires, avec qui on a conçu cette solution. Et voilà, il y a du travail pour 10-15 ans. Donc, on se projette dans la durée, on a le temps et il y a un très beau sujet. Et on est ravis de le partager avec tous ceux qui veulent venir en parler. Super, merci Thomas. Merci Thomas Abinal. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Monetivia. Merci beaucoup. Merci Frédéric.